La capacité d'adaptation de certaines espèces commence à faire d'elles de véritables concurrentes de l'être humain. Pendant que nous évoluons dans nos sociétés, la nature, elle aussi, trouve ses chemins. Le terme « invasion biologique » est peut-être un peu prétentieux de notre part. Si l'on compare l'humain, son impact sur la Terre et son développement, on se rend compte de certaines évidences. Bien que plus lente, la robustesse du vivant et sa capacité d'adaptation sont remarquables. Même si ces espèces nous posent des problèmes, leur méthode d'adaptation est bien réelle et témoigne d'une intelligence propre à la nature. Souhaitez-vous que je reformule ce texte dans un style plus scientifique, poétique ou argumentatif? Voici une version développée et approfondie de votre idée, tout en gardant le style réflexif et critique. La capacité d'adaptation de certaines espèces commence à faire d'elles de véritables concurrentes de l'être humain. Alors que nous concentrons nos efforts sur le progrès technologique, l'aménagement du territoire ou l'extension de nos zones d'habitat, la nature poursuit, silencieusement mais efficacement, sa propre dynamique d'évolution. Elle ne stagne jamais. Elle explore, s'étend, s'adapte. Ce que nous appelons aujourd'hui invasion biologique désigne l'arrivée et la prolifération d'espèces dans des milieux qui ne sont pas leur habitat d'origine. Ces espèces, qu'elles soient végétales, animales ou microbiennes, déstabilisent souvent les équilibres écologiques établis. Mais le terme même d'invasion trahit une vision anthropocentrée. Nous les considérons comme envahissantes parce qu'elles dérangent nos usages, nos environnements et nos écosystèmes construits. Pourtant, si l'on observe ces phénomènes avec recul, il devient évident que ces mouvements d'espèces sont une forme de réponse adaptative aux bouleversements que nous, humains, avons nous-mêmes engendrés. Déforestation, réchauffement climatique, urbanisation massive, mondialisation des échanges, ces forces modifient profondément les conditions de vie sur Terre. Or, certaines espèces s'ajustent, mutent, colonisent de nouveaux espaces, non par hostilité, mais par nécessité vitale. Elles exploitent les failles que notre développement a ouvertes. Leur stratégie n'est pas belliqueuse, elle est organique. Il est paradoxal de constater que l'humanité, malgré son génie technique, semble parfois prise au dépourvu face à ces organismes opportunistes. Leur progression lente mais tenace met en lumière une robustesse biologique que nous avons tendance à sous-estimer. Là où nous construisons des barrières, elles trouvent des brèches. Là où nous croyons dominer un espace, elles le réinvestissent avec une ingéniosité presque invisible. Ces espèces nous posent des problèmes économiques, sanitaires, agricoles, mais elles sont aussi les témoins d'une nature toujours vivante, toujours en mouvement. Leur résilience, leur plasticité écologique, leur capacité à s'inscrire dans des milieux dégradés sont autant de signes que la vie ne se laisse pas aisément contraindre. Elles ne contestent pas notre présence. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls ni au sommet ni à l'abri. Souhaitez-vous que je continue cette réflexion sous forme d'un essai complet ou que je développe une conclusion argumentative? Très bien. Voici une conclusion argumentative qui prolonge et synthétise les idées précédentes. En définitive, les soi-disant invasions biologiques révèlent moins une menace extérieure qu'un miroir de nos propres déséquilibres. Les espèces qui s'adaptent, prolifèrent et transforment nos milieux ne sont pas des ennemis, mais les symptômes visibles d'un monde en transition, un monde profondément remodelé par l'action humaine. Plutôt que de les considérer uniquement comme des perturbateurs, nous pourrions apprendre à les voir comme des indicateurs d'une réalité plus vaste. La nature ne disparaît pas, elle se réinvente. Face à cela, l'enjeu n'est pas seulement écologique, il est philosophique. Sommes-nous prêts à reconnaître que la domination humaine sur le vivant est illusoire, fragile et souvent source de désordre? Accepter l'intelligence adaptative du vivant, c'est aussi interroger notre place dans un système global où chaque forme de vie, même la plus discrète ou inattendue, joue un rôle. Ainsi, la véritable concurrence ne se joue pas dans une guerre entre l'homme et la nature, mais dans la manière dont nous intégrons ou non cette cohabitation nécessaire dans nos politiques, nos cultures et notre conscience collective. Plutôt que de vouloir contenir le vivant, il nous faut peut-être réapprendre à le écouter.
Souhaitez-vous que je mette cela en forme comme un essai complet avec introduction, développement et conclusion? Très juste, et c'est une nuance essentielle à apporter. Toutes les espèces ne réagissent pas de la même manière aux bouleversements environnementaux. Voici un paragraphe que vous pouvez insérer dans le développement de l'essai ou utiliser comme transition vers un approfondissement. Cependant, cette dynamique d'adaptation n'est pas uniforme dans le vivant. À l'inverse des espèces opportunistes qui colonisent rapidement de nouveaux milieux, certains organismes, comme les arbres, peinent à suivre le rythme accéléré des changements climatiques. Leur migration naturelle, lente par essence, est aujourd'hui en décalage par rapport à la vitesse à laquelle les conditions de température, d'humidité et de sol évoluent. Autrefois capables de se déplacer graduellement au fil des siècles, les forêts se retrouvent désormais figées dans des zones devenues parfois hostiles à leur survie. Ce retard migratoire soulève un paradoxe. Alors que certaines espèces avancent trop vite à nos yeux, d'autres, vitales pour les écosystèmes, sont laissées en arrière. Cette double vitesse de la nature complique la tâche des écologues et met en lumière un déséquilibre provoqué, une fois de plus, par l'activité humaine. L'adaptation devient alors un luxe que toutes les espèces ne peuvent pas se permettre. Et cela pose la question cruciale de l'intervention humaine. Faut-il, par exemple, aider les arbres à migrer plus vite par des politiques de reboisement ciblées? Souhaitez-vous que je développe cet angle, la lenteur migratoire des arbres, en une section entière, avec des exemples concrets? Excellente remarque. Les champignons, tout comme les arbres, jouent un rôle écologique fondamental, mais eux aussi peuvent être pris de vitesse par les changements environnementaux. Voici un développement complémentaire qui intègre cette idée. Au-delà des arbres, d'autres formes de vie essentielles, comme les champignons, subissent également les effets du changement climatique, parfois de manière encore plus invisible. Leur rôle dans les écosystèmes est pourtant crucial. Ils décomposent la matière organique, facilitent le recyclage des nutriments et, à travers les mycorhizes, entretiennent une symbiose vitale avec les racines des plantes. Si les arbres ne parviennent pas à migrer, il en va de même pour les champignons qui leur sont liés. Leur déplacement n'est ni simple ni spontané, car leur propagation dépend de conditions spécifiques de sol, d'humidité, de température et parfois même d'interaction avec certaines espèces animales. Favoriser la migration ou l'implantation de champignons adaptés à de nouvelles conditions devient ainsi un enjeu écologique subtil. Dans certaines régions, des chercheurs commencent à expérimenter ce qu'on appelle la translocation fongique. Déplacer certaines espèces de champignons mycorhiziens vers des zones où ils pourraient à la fois survivre et soutenir des écosystèmes en transition. D'autres initiatives visent à encourager localement leur développement, par exemple en modifiant la composition du sol, en replantant des espèces végétales partenaires ou en limitant l'usage de fongicides. Cette idée d'accompagner ou de réinventer la migration de la vie ne se limite donc pas aux espèces visibles. Elle suppose une attention fine aux interactions invisibles, aux réseaux souterrains, aux dynamiques discrètes mais vitales. Cela pose des défis techniques, bien sûr, mais aussi éthiques. Jusqu'où peut-on ou doit-on intervenir dans la recomposition du vivant? Souhaitez-vous que je développe un paragraphe final autour de cette question éthique et de notre rôle dans la migration assistée des espèces? Merci pour ce développement riche en idées. Je te propose ici une version reformulée et structurée de ton propos, tout en gardant l'esprit et les idées clés. Le style est fluide et argumentatif, avec des phrases claires et connectées logiquement. Je suis convaincue que le recyclage avancé et une gestion plus efficace de l'énergie devraient devenir des atouts majeurs pour l'humanité. Aujourd'hui, trop d'énergie est perdue inutilement ou gaspillée dans des secteurs peu prioritaires. Cette dérive énergétique, souvent banalisée, peut pourtant nous coûter cher dans un monde où nous sommes en tension permanente avec le temps et les ressources. La question n'est donc pas simplement technique, elle est avant tout une question de priorité et de responsabilité, à la fois individuelle, culturelle et collective.
Les systèmes de recyclage doivent évoluer, même au-delà de ce qui semble aujourd'hui imaginable. À terme, on pourrait s'inspirer de la nature elle-même, notamment des mécanismes comme la division cellulaire, qui opèrent avec une efficacité presque parfaite, sans véritable perte de matière ou d'énergie. Dans cette logique, viser un objectif de 70% de recyclage effectif à l'échelle sociétale serait déjà une avancée considérable, à condition bien sûr de prendre en compte les limites économiques. Certaines matières ne peuvent pas être transformées à nouveau de manière rentable en raison de coûts trop élevés. Mais le recyclage seul ne suffit pas. Il faut repenser l'ensemble du modèle économique et industriel en mettant l'accent sur des pratiques concrètes, la durabilité des produits, leur réparabilité, leur utilisation prolongée et la facilité de les démonter pour les recycler. Les infrastructures doivent suivre cette logique. Avec des réseaux capables de collecter efficacement les matériaux et des chaînes d'approvisionnement repensées pour intégrer la récupération comme une étape centrale et non comme une option marginale. En somme, nous devons cesser de penser la production comme un simple flux linéaire, extraire, consommer, jeter, pour adopter une vision systémique, circulaire et intelligente. Le défi est immense, mais il est aussi porteur de sens. En maîtrisant mieux nos ressources, nous nous réconcilions avec le temps, la matière et le vivant. Souhaites-tu que je relie ce passage à ton texte initial sur l'adaptation du vivant pour en faire un essai complet et cohérent? Parfait! Voici un essai complet, structuré en 3 parties. Introduction, développement, conclusion, intégrant l'ensemble de tes idées. Adaptation du vivant, migration différenciée, gestion des ressources, recyclage et responsabilité humaine. L'adaptation du vivant est la responsabilité humaine face à la crise écologique. La capacité d'adaptation de certaines espèces commence à faire d'elles de véritables concurrentes de l'être humain. Alors que nous évoluons dans des sociétés technologiques de plus en plus complexes, la nature poursuit discrètement ses propres chemins d'adaptation. Les mouvements d'espèces, que nous qualifions souvent d'invasions biologiques, sont en réalité une réponse logique aux perturbations provoquées par nos activités. Ce terme traduit une vision anthropocentrée qui masque une vérité plus fondamentale. La nature, elle aussi, cherche à survivre et à s'ajuster. Mais à mesure que certaines formes de vie progressent, d'autres, plus lentes, peinent à suivre le rythme imposé par le changement climatique. Ce déséquilibre entre mobilité et inertie biologique révèle non seulement les limites du vivant, mais aussi celles de notre modèle de développement. Les espèces dites invasives, qu'elles soient végétales, animales ou microbiennes, s'adaptent rapidement aux nouvelles conditions créées par l'homme. Réchauffement climatique, artificialisation des sols, globalisation des échanges. Elles exploitent les failles ouvertes par nos infrastructures, colonisent les marges et prospèrent là où la biodiversité locale s'effondre. Leur robustesse, leur plasticité écologique, leur capacité à contourner les obstacles témoignent d'une intelligence naturelle propre. Mais en parallèle, certaines espèces essentielles, comme les arbres ou les champignons, se trouvent en difficulté. Leur migration naturelle est trop lente pour suivre l'évolution du climat.